Donc, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue ce soir à notre association. Donc, j'espère que vous m'entendez tous bien, que vous me voyez bien. Alors, donc l'association vous remercie de votre participation à cette conférence de ce soir. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la communication animale qui va nous être présentée tout à l'heure par Bertrand. Ça va, tout le monde m'entend bien? J'entends bien. Bon, très bien. Alors, avant la présentation de Bertrand, je vais vous présenter l'association comportementaliste pour tous. Alors, qu'est-ce que cette association comportementaliste pour tous, pardon. Donc, c'est une association à but non lucratif qui a été créée par Sylvie Chèvre, que certains peut-être connaissent, et qui a pour but de venir en aide au maximum à des personnes et à leurs animaux, bien sûr. Alors, quels sont les membres de cette association? Donc, l'équipe est composée de comportementalistes, interprètes animaliers, qui suivent actuellement, pour la plupart, la formation de Sylvie Chèvre ou qui l'ont terminée. Et voilà, tous ces membres sont bénévoles. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site, à la page Nos comportementalistes, sur notre site internet, et là, vous y trouverez une fiche de présentation de chacun des membres de l'association. Alors, quelles sont les missions et les valeurs de l'association? L'équipe accompagne et aide les propriétaires d'animaux de compagnie, alors les chiens, les chats, les chevaux principalement, à résoudre les problématiques comportementales qu'ils rencontrent sur leurs animaux. Elle a donc un rôle très important à jouer car elle permet de développer une relation épanouie et harmonieuse entre les propriétaires et leurs animaux. Alors de plus, l'équipe travaille également sur des projets visant à sensibiliser le maximum de personnes à la cause animale. Ça, c'est important pour nous. Et enfin, l'association soutient et aide les refuges et les associations qui secourent les animaux par le biais de dons. En fin d'année, en général, une partie de nos recettes est reversée à nos associations partenaires et l'autre partie est utilisée pour financer les frais de l'association, à savoir la gestion du site Internet, les publicités Facebook, YouTube, Instagram, l'achat de photos pour les articles et bien sûr les frais généraux. Alors, qu'est-ce que nous proposons concrètement? Certains d'entre vous connaissent déjà l'association, mais je vais rappeler ou expliquer donc ce que nous proposons précisément. Donc, l'association réalise des conférences 2 fois par mois, les lundis soirs, comme ce soir, tous les 15 jours, de 19h30 à 21h30. Alors, ce qui est présenté, c'est soit une conférence sur un thème ou une problématique bien particulière, comme par exemple l'agressivité du chien ou la malpropreté du chat, suivi d'une séance de conseils. Ce sont des mini-coachings d'une durée à peu près de 20 minutes, où chaque comportementaliste animalier va conseiller donc les coachés qui s'inscrivent et aussi les orienter, quand c'est nécessaire, vers un de nos comportementalistes animaliers pour une prise en charge plus complète, plus suivie, selon les besoins bien sûr identifiés. En dehors de cette conférence sur ce thème et cette problématique, il y a aussi des conférences sur un thème libre où les personnes inscrites comme coachées bénéficient de nos conseils, et ça, quelle que soit leur problématique. Voilà. Il y a aussi la possibilité pour nous, association, d'interviewer une association ou une personne dont le travail est en relation avec les animaux. Donc ça fait partie aussi de ce que nous proposons de temps en temps. Alors, de plus, au quotidien, et ça fait partie de nos activités importantes, l'association répond aux sollicitations que nous recevons par téléphone, par mail. Nous vous accompagnons et nous vous aidons en vous proposant des consultations en tant que comportementaliste animalier et ou aussi des communications animales qui sont proposées en échange d'une participation d'un don, généralement. Voilà, donc maintenant que les présentations sont faites, on va passer au vif du sujet.
Et je laisse notre conférencier, Bertrand, si tu es prêt, à prendre la parole et vous faire sa présentation. Et ensuite, vous pourrez, à la fin de la présentation de Bertrand, lui poser des questions. Je te laisse, Bertrand, démarrer. N'oublie pas ton micro, Bertrand. Ça peut être utile. On ne t'entend pas, Bertrand. C'est bon? C'est bon. En fait, j'avais un problème de je ne sais pas quoi, il n'y avait plus rien qui fonctionnait, j'avais plus accès à rien. Donc je suis désolé. Ça arrive. On t'écoute. Bon. Je pense qu'on va voir réapparaître Bertrand dans un petit moment. C'est bon, Bertrand? Vous m'entendez? Oui, très bien. Moi, je vais arrêter d'enregistrer, en fait. Je pense que c'est l'enregistrement qui était en train de me prendre ma bande passante. Je suis désolé. Donc, décidément, alors, pour toutes les personnes qui sont inscrites et qui ont eu un problème d'inscription, voilà, c'est de la droite lignée. Donc, je suis désolé. Et en plus, il se trouve que pour tout ce qui est inscription aux conférences, c'est moi qui gère le site internet. Donc, comme ça, au moins, je suis responsable du début jusqu'à la fin. Voilà. Ceci étant dit, alors on va parler de la communication animale. Alors, qu'est-ce que c'est que la communication animale? En fait, on peut lui donner plusieurs dénominations. La dénomination que tout le monde va comprendre, normalement, c'est de la communication télépathique. C'est-à-dire que ça se passe entre deux cerveaux, on va dire, sans qu'il y ait d'autres actions qu'un échange d'ondes, si on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, télépathique, ça veut dire sensation à distance. Télé étant à distance et pathie de la sensation. Et en fait, la télépathie, ce qu'il faut savoir, c'est que, puisque je pense que des personnes vont me poser la question tout à l'heure, la communication animale, tout le monde peut en faire. C'est pas une histoire de don, c'est vraiment ouvert à tout le monde, c'est une histoire de travail, en fait, d'entraînement. Et la télépathie, tout le monde en fait sans forcément le savoir. Par exemple, je vais vous citer quelques exemples. Ça va être la personne qui va penser à quelqu'un et quelques minutes après, le téléphone sonne et c'est la personne en question qui est au bout. Ça peut être, par exemple, le chien qui va se préparer au retour de son maître et qui se lève 3 minutes avant que le maître arrive. Et même si le maître n'a pas forcément des horaires fixes. Donc là, c'est télépathie entre le maître et le chien. Tout à l'heure, c'était entre deux humains. C'est pareil quand on se dit tout d'un coup, tiens, il fait beau dehors, j'irai bien promener mon chien. Et puis on voit que le chien arrive tout content, comme si il savait qu'on allait le promener. Il y a pas mal de cas comme ça. Moi, j'en ai quelques-uns, notamment puisque j'ai 2 chiennes. Je sais que quand je donne une friandise à une des deux, même si l'autre n'est pas là, au moment où je donne la friandise, la deuxième est arrivée.
il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de bruit, j'ai rien dit, et quand même la deuxième est là. Donc voilà, c'est des cas de tous les jours, et pour vous montrer que, en fait, n'importe qui est capable de faire de la communication animale ou de la télépathie. Et d'ailleurs, à l'origine, avant que le langage soit notre principal vecteur de communication, tout ce qui était télépathie, capacité naturelle, c'était vraiment ce qui était utilisé le plus. Et on peut retrouver, il y a certaines peuplades un peu éloignées de la civilisation où c'est toujours le cas en fait. Et en fait, chez nous, il se trouve que le langage, c'est un peu comme quand on perd un sens, mettons la personne qui devient aveugle, et systématiquement, l'ouïe va combler la perte laissée par le manque de la vue. Et là, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que ce qui est capacité naturelle se sont abaissées quand le langage a pris la place. Et il y a toujours moyen de se remettre au niveau de ses capacités naturelles, que ce soit la télépathie pure, que ce soit la communication animale qui est dédiée uniquement avec les animaux. Enfin, dans un premier temps, je vais vous dire uniquement avec les animaux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, que ce soit des chamans, des guérisseurs, qui font en sorte que leur capacité soit celle que pourraient avoir ou que peuvent avoir les peuplades qu'on peut trouver dans des endroits retirés. Alors, la communication animale au sens strict, en fait, c'est quelque chose qui s'est développé aux USA dans les années 70. La pionnière, c'est Penelope Smith. Ensuite, on a dans les années 90, alors aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, pas mal de personnes qui sont arrivées en tant que communicateurs. On a Martha Williams, Teresa Wagner, et en Europe, on a, donc là c'était aux États-Unis, en Europe, on a Caroline Leroux, Anna Evans ou Laila Del Monte, qui est peut-être la plus connue des trois. Je ne sais pas. Moi, c'est celle que j'ai connue, qui, je pense, a la plus de notoriété au niveau des médias. Enfin voilà, ces personnes-là sont arrivées à peu près dans les années 90. Alors parallèlement à ça, on a des scientifiques qui sont intéressés à tout ce qui concerne la télépathie, que ce soit avec les animaux ou pas. Notamment, on a Rupert Sheldrake, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les pouvoirs inexpliqués des animaux », dans lequel il parle des facultés hors du commun des animaux, et il parle du lien qui peut unir les animaux, les humains et leur environnement. Donc c'est un livre sympa que je vous conseille si vous le souhaitez. Ensuite, on a maintenant de plus en plus les avancées de la physique quantique, en fait, qui nous montrent que la matière, en fait, c'est plus une illusion qu'autre chose, c'est-à-dire que dans la matière, on a beaucoup de vide. On a des atomes, mais on a énormément de vide et de l'énergie. Et ça tend à expliquer comment et pourquoi on peut communiquer d'une personne à une autre alors qu'on a une distance et qu'on pense qu'il n'y a rien, mais en fait, il n'y a pas rien. Le vide, il y a de l'énergie quelque part. Voilà, et d'ailleurs, si on s'imagine il y a 50 ans, jamais on aurait pu dire aujourd'hui, chacun va se trimballer avec son téléphone portable dans la poche et va pouvoir joindre n'importe qui à l'autre bout de la planète. Voilà. Et alors, au niveau de la communication c'est quoi? En fait, c'est être tour à tour un émetteur et un récepteur. C'est-à-dire qu'on émet une parole et ensuite, on écoute celle de l'autre qui nous répond. Au niveau de la communication intuitive, alors que ce soit intuitif, télépathique et compagnie,
Alors, on est toujours émetteur-récepteur, sauf que là, il y a la petite différence, c'est comme on ne parle pas, on ne passe pas par le langage, c'est que on passe par les ondes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du cerveau, selon l'activité dans laquelle on est, notre cerveau n'a pas les mêmes ondes. Il fonctionne sur des fréquences différentes. Par exemple, on a les ondes alpha, donc c'est un état de détente, de relaxation, de visualisation. En règle générale, on y accède par l'hypnose et la méditation. On a les ondes bêta. Alors, les ondes bêta, c'est les ondes courantes, en fait. En règle générale, de la vie de tous les jours, on a une onde bêta. Ensuite, on a les ondes gamma. C'est les ondes qui servent quand on est en phase de créativité, quand on cherche à résoudre un problème. Ensuite, on a les ondes θ. Alors, les ondes θ, c'est les ondes de la méditation profonde. C'est celles qu'on a juste avant de tomber dans le sommeil, en fait, dans le sommeil paradoxal. Et ensuite, on a les ondes delta. Les ondes delta sont celles du sommeil profond ou de la transmission de pensée. Dans la communication animale, en fait, on utilise généralement les ondes alpha, θ ou delta. La grande majorité des communicateurs utilisent les ondes alpha parce que c'est les ondes sur lesquelles sont calés naturellement les animaux. Par contre, les ondes θ permettent de récupérer beaucoup plus d'informations. La Iliade et le Monté ne fonctionnent qu'avec les ondes θ. Donc, on a nos ondes d'un côté, on a les deux interlocuteurs, on va partir de deux interlocuteurs de l'autre. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, la communication animale, c'est relativement simple. C'est que, en fait, c'est comme quand on veut écouter la radio, c'est-à-dire que on va se brancher sur la station qui nous intéresse. Et donc, on a, au niveau de la radio, on a des grandes plages de fréquences, que ce soit les grandes ondes, les petites ondes de FM. Et ensuite, sur chacune de ces plages, on a les différentes stations de radio. Là, c'est un petit peu pareil, en fait. C'est-à-dire qu'on va déjà commencer par se brancher sur les ondes sur lesquelles on veut se brancher, que ce soit alpha ou θ, on va rester là. Et après, une fois qu'on est branché sur ces ondes-là, c'est pas le tout. Il faut aussi se brancher sur l'animal en question, parce que faut être sûr de discuter avec je ne sais pas, le chien du voisin qui vous a demandé de discuter avec lui, et pas le chien de la voisine de 3 maisons plus loin. Et donc là, de quoi est-ce qu'on a besoin comme information? En règle générale, ce qu'on demande, c'est une photo de l'animal, le nom de l'animal, son âge, pas date de naissance si on a, mais son âge. Et puis après, on peut ajouter le nom des gardiens, voire la composition de la famille, si on a vraiment des questions particulières à poser. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand je vous parle de photos, je pars du principe qu'on ne le fait pas en présentiel, mais c'est aussi possible en présentiel. La différence, c'est comme on aura l'animal à proximité, le tout, c'est de ne pas se faire déconcentrer, de rester bien posé, et en général, beaucoup de gens préfèrent le faire à distance. Donc là, on en est au stade où on a les deux interlocuteurs, le moyen de communication. Maintenant, au moins le moyen de se brancher. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, on peut poser des questions à l'animal, ou on peut lui demander son ressenti. En fait, quand on fait une communication libre, ce qu'on appelle une communication libre. Et là, en fait, on a plusieurs canaux qui correspondent à nos sens. Et en règle générale,
chaque communicateur a un ou deux canaux privilégiés. Je m'explique, en fait, ça va être soit on reçoit des images, donc c'est ce qu'on appelle la clairvoyance, soit on entend des sons. Alors, il y a certaines personnes qui entendent vraiment l'animal avec leurs oreilles, et il y en a d'autres qui entendent une voix dans leur tête. Donc, c'est la clairaudience. Ensuite, on a la clairsentience. La clairsentience, c'est les ressentis. C'est-à-dire que le communicateur va sentir les émotions qui sont chez l'animal. Il peut aussi sentir les douleurs que pourrait connaître l'animal. Ensuite, on a, dans des cas très rares, c'est la clairconnaissance, c'est-à-dire qu'on reçoit une information, on ne sait pas d'où, on sait que c'est vrai, mais c'est rare. Alors attention, parce que on pourrait avoir tendance à dire oui, j'ai reçu de la clairconnaissance, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas, c'est simplement le mental qui remplit un vide. C'est pour ça que je vous dis que ne pas se baser sur ce canal-là. Ensuite, on peut avoir des informations tant au niveau de l'olfaction que du goût. C'est-à-dire que on peut très bien sentir l'odeur alors soit l'odeur de l'animal, soit l'odeur que l'animal nous partage. Et même chose, on peut très bien avoir un goût de quelque chose. Si on est avec un chat qui nous dit moi j'adore la pâtée au saumon, on peut très bien avoir un goût de saumon qui nous arrive de la bouche. Voilà. Alors, tout ça c'est bien beau, mais à quoi ça sert? Alors la communication animale, ça sert en règle générale à mieux comprendre son animal et à améliorer son bien-être. Ça peut servir à trouver des éléments de réponse quand il y a un problème médical. Alors, bien évidemment, après avoir vu le vétérinaire, parce que c'est pas, faut pas compter sur la communication animale pour faire un diagnostic, c'est pas le propos. Ça va nous servir, nous, comportementalistes, à comprendre certains problèmes de comportement. Par contre, ça ne va pas les résoudre. C'est en complément d'une consultation de comportementaliste pour permettre leur résolution. La communication animale toute seule, hormis cas exceptionnels, ne résoudra rien. Ça permet d'obtenir des informations sur le passé de l'animal. Quand c'est un animal qu'on a eu dans un refuge ou qu'on a trouvé qui a été abandonné. Ça peut aider à préparer un animal pour un changement. Si demain vous devez accueillir un autre animal, si vous devez accueillir un enfant dans le foyer, si vous devez déménager, si par exemple vous partez en vacances et vous ne pouvez pas amener l'animal, autant lui expliquer que vous allez le laisser chez X ou Y ou dans une pension, mais que vous ne laissez pas tomber, que vous reviendrez le chercher ensuite. Et puis ça peut aussi permettre de connaître la façon dont les animaux nous perçoivent. Bon, chaque animal perçoit les membres de la famille dans laquelle il vit. Alors, tout à l'heure, je vous disais que la communication animale était possible pour tout le monde. Il y a quand même quelques écueils. Le premier, c'est de ne pas se laisser embarquer par son mental. Parce que le mental, il a vite fait de combler le vide. C'est-à-dire que quand on essaye à tout prix, surtout quand on essaye à tout prix d'avoir une information et qu'il n'y a rien qui vient, le mental, il va vous sortir le premier truc qu'il va trouver. Donc, ce ne sera plus de la communication animale, ce sera de l'imagination. Voilà, c'est la principale difficulté. Et pour ça, il faut apprendre à faire le vide en soi, le vide mental. Ce qu'on conseille, c'est d'apprendre à s'ancrer, d'apprendre à méditer, de faire tout un tas d'exercices de
relaxation, comment dire, d'exercice pour exercer notre intuition aussi. Il y a pas mal de choses à faire. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il y a quand même une déontologie à adopter, parce que alors déjà, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, mais qu'il faut quand même faire, c'est avant de faire une communication, demander son avis à l'animal, demander son accord. Alors honnêtement, c'est rare qu'un animal vous refuse la communication. Ça peut arriver chez les chats. Mais chez un chien, j'ai pas connaissance que ce soit arrivé chez un chien. Mais chez les chats, c'est assez rare, mais ça arrive. Et donc, en termes de déontologie, en fait, ça doit rester quelque chose, si je peux m'exprimer ainsi, une relation un peu gagnant-gagnant. C'est-à-dire que il ne faut pas faire ça pour son petit plaisir et sans que l'animal n'en trouve de bénéfice. Je m'explique, si demain, vous décidez de prendre un autre animal, il vaut mieux faire une communication animale pour expliquer à votre animal que vous allez en prendre un autre que pour lui demander son avis si vous savez pertinemment que vous n'en tiendrez pas compte. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à faire ça, demander à l'animal s'il est d'accord qu'on adopte un compagnon, en pensant que l'animal va dire oui, manque de chance, l'animal dit non, et tant pis, ils ne tiennent pas compte de son avis et ils adoptent quand même. Et ça, c'est carrément injuste parce que en termes de moralité, alors je sais bien que la morale de nos jours, c'est quelque chose qui se perd, mais malheureusement, c'est pas éthique. Et tout à l'heure, je vous parlais de déontologie. Alors, on a un code d'éthique, enfin, je vous parlais de Penelope Smith surtout. Et c'est elle qui a émis en 1990 un code d'éthique des consultants en communication animale. Je ne vais pas vous le lire, il y a quelques paragraphes. Si ça vous intéresse, ça se trouve pratiquement sur tous les sites de communicateurs et si vous cherchez sur Google éthique Penelope Smith, vous allez trouver. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter? Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire. Je peux vous conseiller quelques livres, si ça vous intéresse. Vous avez La connexion perdue de Martha Williams, Parler aux animaux de Penelope Smith. Après, vous pouvez avoir des bouquins genre Des bêtes et des hommes de Allen Boone. Le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, Les pouvoirs inexpliqués des animaux, de Rupert Sheldrake. On a Communiquer avec les animaux de Laila Del Monte que Justine est en train de vous montrer. Ah, non, pareil, là, pareil. Donc, Communiquer d'Amam avec les animaux, donc c'est Sylvie Cheffre, c'est notre formatrice. Très bien, La connexion perdue, Justine. Voilà. Et après, il y a un autre bouquin que moi j'aime beaucoup, c'est Laila Del Monte aussi. C'est ça. C'est leur chemin vers l'autre monde. En fait, c'est pour les gens qui connaissent un deuil dont un animal décède, en fait, et qui sont un peu au fond du trou, ça remonte un peu le moral. Voilà, en fait, elle explique que c'est pas parce que l'animal est décédé que tout s'arrête et que tout est fini. Loin de là, c'est le début d'une nouvelle histoire. Voilà, j'ai fini ce que j'avais à vous dire. Alors, j'ai sûrement oublié plein de choses. Mais comme on va avoir un petit temps pour des questions-réponses, je pense que vous allez pouvoir me poser les questions
vont pouvoir vous intéresser. Merci Bertrand pour ta super présentation.